République doit prendre un décret pour fixer la date de la présidentielle, 30 jours au moins et 45 jours au plus avant la date de l'expiration de son mandat, qui expire le 2 avril 2024. 2024. Oui, 2024. 2024, oui. Certainement. Non, parce que 2023. Oui, 2023, c'est ça. Oui. Oui. Ça Parce que l'élection a, voilà. Oui. 2023, c'est ça. Oui. Alors, on avait entendu quand même Ndiaga Sylla dire que la date devait être connue depuis le 1er février. Est-ce que cela veut dire qu'on a fixé la date avec du retard? Ah non, c'est 2024. C'est 2024. Oui. Parce qu'il sera, encore en fonction quand l'élection va se dérouler. C'est pour éviter un vide juridique. Absolument. Je pense que c'est un point important qui méritait qu'on insiste là-dessus. C'est 2 avril 2024. Le décompte doit être fait de 2 avril 2019 à 2 avril 2024 pour avoir les 5 ans pile. Absolument. Voilà. Est-ce que la fixation de la date a connu un retard, comme l'a dit, c'était le 1er février que ça devait se faire? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un retard, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la fixation de la date de l'élection, lorsqu'on part de ces deux bornes, c'est-à-dire 30 jours au moins et 45 jours au plus avant la date de l'expiration du mandat du président de la République, il y a deux dates qui s'offrent. Il y a le 25 février et le 18 février. Qu'est-ce que ça puisque l'article L63 indique que l'élection doit se faire en un jour et un dimanche. Donc les seuls dimanches qu'il y a entre ces deux bornes, le 18 février et le 25, plutôt entre ces deux bornes, 30 jours au moins ou 45 jours au plus, avant la date de l'expiration du mandat, c'est le 18 février et le 25 février. Donc la date a été... Donc il n'y a pas de retard. Non, il n'y a pas de retard, d'autant plus que c'est fixé 12 mois avant l'élection. Donc nous avons une administration chevronnée qui aura suffisamment de temps pour dérouler toutes les opérations qui doivent nous mener aux élections sans précipitation. Le ministre de l'Intérieur également avait sorti un communiqué pour annoncer les révisions sur les listes exceptionnelles sur les listes électorales et en lieu et place d'une révision ordinaire. C'est quoi la différence? Oui, la différence, c'est que chaque année, du 1er février au 31 juillet, il doit y avoir une révision ordinaire des listes. Mais évidemment, le code électoral dit sauf cas de force majeure. Alors, est-ce qu'il y a eu cas de force majeure ou pas qui explique qu'il n'y ait pas eu de révision ordinaire en 2018, en 2020 et en 2021? Je pense que c'est une autre question dont on peut discuter. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu de révision ordinaire ces années-là. Maintenant, lorsque en année électorale, c'est une révision exceptionnelle qui se substitue à la révision ordinaire. Alors, l'importance de la révision des listes, c'est que les listes sont mises à jour. On enlève les radiés, ceux qui sont décédés, ceux qui ne sont plus là pour telle ou telle autre raison. On ajoute les primo-votants, ceux qui ont l'âge de voter. Et ensuite, on permet à ceux qui ont changé de statut, par exemple les militaires qui sont devenus civils, de s'inscrire sur les listes électorales. Bon, ça c'était avant, maintenant ils ont même le droit de vote. Mais évidemment, ils vont se réinscrire en tant que civils et non plus en tant que militaires. Et ceux qui ont changé d'adresse également, de se réinscrire. Et c'est d'autant plus important que la population électorale du Sénégal est à un niveau de 70% au minimum. Alors si vous indexez 70% sur la population globale, vous vous retrouvez à 8 millions, un peu plus vers 9 millions. Ça veut dire que les 6 millions que nous avons est loin encore du compte. Donc, il est important que chaque année, il y ait une révision ordinaire et qu'il y ait suffisamment de temps pour permettre à tout le monde de s'inscrire, notamment les primo-inscrits et les primo-votants, puisque c'est un véritable parcours du combattant pour eux.
il leur faut aller à la police d'abord chercher une carte d'identité. Oui. Les primo-votants, ils ont 18 ans à partir de... partir de la date de l'élection. Oui. Alors, mais on n'a pas encore fixé quand même la date du démarrage de la révision exceptionnelle. Non, c'est pourquoi... Ça devait se faire après que la date des élections soit connue. Voilà, très bien. C'est pourquoi on avait dit, quand le ministre de l'Intérieur a sorti son communiqué pour dire que la date de la révision va être fixée, c'est pourquoi tout le monde a dit qu'il n'y a pas de date. A dit que, quand même, il a mis la charrue avant les bœufs. Absolument. Puisque ce qui doit précéder, c'est ce qui pose le cadre légal. C'est le décret présidentiel qui fixe la date de l'élection et qui justifie maintenant le déroulement de toutes les opérations. Oui. Alors, vous êtes pour la transparence des élections, vous dirigez cette plateforme de la société civile, mais à chaque veille d'élection, on entend l'opposition encore demander à ce que le fichier soit transparent. Est-ce qu'au Sénégal, le fichier n'est pas transparent? Est-ce qu'au Sénégal, on peut voler des élections? De façon basique, la question. Ah oui, bon, en fait, le problème, c'est le problème du processus électoral qui doit être caractérisé. Oui. Un bon processus électoral par trois choses: par la transparence, par l'intégrité et par l'équité. Voyez, ce sont ces trois caractéristiques qui caractérisent un bon processus électoral. Voyez. Et dans le processus électoral, il y a un certain nombre de points de vulnérabilité. Voyez. Le fichier en fait partie. Il y a souvent un stock mort important. Du fait justement que ces révisions ordinaires n'ont pas lieu régulièrement, par exemple, et pour d'autres raisons. Il y a aussi il y a un décret qui doit organiser l'organisation et le fonctionnement du fichier. Ce décret est dans le code électoral, mais n'a jamais été pris. Voyez, donc il y a un problème de régler le fonctionnement et l'organisation du fichier. Sinon, si l'on part des standards à partir desquels on confectionne un fichier, le Sénégal, on peut dire, a globalement un bon fichier. Mais du point de vue maintenant de son organisation et de son fonctionnement, c'est là où il y a des problèmes. Oui. Voyez. Alors, pour un pays, il y a d'autres problèmes dans le processus électoral qui ne se ramènent pas au fichier. Quels sont ces problèmes? Mais pour continuer sur le fichier, il y a presque tous les 2 ans, le fichier, une instabilité du fichier au Sénégal. Voyez. Il y a eu en 2004 une refonte du fichier. Avant ça, en 2001, il y avait une refonte du fichier. Il y a eu en 2007 un audit du fichier. En 2009, un audit du fichier sur le plan national. En 2010, un audit international. Et en 2016, une refonte du fichier. Et en 2021, un audit international du fichier. Vous voyez, donc il y a une sorte d'instabilité. Et chaque fois, ça veut dire qu'on chamboule le fichier. Il y a donc une certaine instabilité du fichier. Et ceci est suffisamment indicatif du fait que le fichier est un problème. Voyez. Sinon, on aurait eu un fichier stable. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour avoir un fichier stable? Puisque les audits ne suffisent pas. Dans d'autres pays, le fichier est confié, par exemple en France, à l'INSEE, l'Institut national des statistiques. Voyez. Qui donc n'attend pas des révisions et autres. Voyez. Chaque fois, les morts sont enlevés régulièrement. On fait le toilettage de façon automatique. Absolument. Et de façon automatique, les primo-votants, les nouveaux majeurs sont balancés dans le fichier. Et vous êtes chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller faire la queue pour vous inscrire. On vous amène votre carte électorale si vous êtes un nouveau majeur. Si vous avez changé de statut ou d'adresse, la même chose. Oui. Donc, je pense chez nous, on devrait confier notre fichier à qui? Par exemple, à la NSD ou à la Sénat. Oui. Pourquoi pas? Ce serait une bonne chose. Il y aurait eu une autonomie par rapport à justement à l'autorité administrative gouvernementale qui est souvent sous la férule aussi, quoi qu'on dise, de l'exécutif. Oui. Est-ce que je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Pour un pays qui a connu 2 alternances démocratiques, on peut voler des élections au Sénégal? Oui, bon,
voler des élections, c'est un bien gros mot, mais l'opposition le dit souvent. Oui, on le dit souvent. Oui. C'est une expression. Oui. Mais on peut détourner des élections. Je préfère cette expression-là. Oui. On peut détourner en faisant en sorte que, par exemple, admettons le fichier, à un moment donné, après les inscriptions, oui. La révision, oui. Le code électoral dit qu'il faut, disons, afficher le fichier. On l'envoie au niveau des sous-préfets, etc., des préfets. Et il y a 20 jours pour la période contentieuse, oui. Qui permet à tout un chacun d'aller vérifier si vous êtes sur la liste. Alors, il y a depuis un certain nombre d'années, sur le fichier, il a le nom, le prénom, la date de naissance, il n'y a pas la filiation. Oui. Par exemple. Là, ça pose des problèmes. Oui. Si vous vérifiez, vous pouvez. Il peut y avoir plusieurs Binta Diallo, oui. Qui ont la même date de naissance. Absolument. Voyez, oui. Et le même lieu de naissance. Oui. Et bon, ça pose des problèmes. Or, il y a 7 critères, oui. Pour vérifier l'identité de, oui. Quelqu'un, oui. Au niveau du fichier. Oui. Il y a le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, le nom, oui. De la mère, son prénom, le nom du père, le prénom du père. Oui. 7 critères pour vérifier, oui. Voyez, l'identité, pour asseoir, pour, oui. Dire que c'est celui-là, oui. Et non pas l'autre Binta Diallo. Oui. Et justement, est-ce que vous, de la société civile, vous êtes en contact avec l'autorité en charge des élections pour que ces imperfections quand même puissent prendre fin? Alors, il n'y a pas que, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que le problème du fichier. Oui. Il y a plusieurs problèmes qui, oui. Disons, empêchent une parfaite transparence et une, oui. Équité au niveau du processus électoral. À part les fichiers, vous avez l'autorité en charge de l'élection. Oui, qui est récusée par les oui, par exemple. Oui. Et les auditeurs internationaux qui viennent de quitter ont recommandé que l'organisation des élections soit confiée, par exemple, à une personnalité suffisamment décalée, oui. De l'administration, oui. Qui ne soit pas directement sous la tutelle de l'exécutif. Oui. Voyez, pour faire revenir le problème de la confiance, etc., etc. Il y a le problème du parrainage, oui. Qui est, oui. Un élément important du processus électoral, oui. Voyez, qui pose problème. La Cour de la CEDEAO avait dit que le système était inéquitable, oui. N'était pas juste, n'est-ce pas? Il y a le problème du rôle de la justice dans le processus électoral. Il y a le problème du bulletin unique, oui. Hein, etc. Il y a donc au moins 5 questions majeures qui constituent une pomme de discorde au sein de la classe politique, oui. Par rapport à la transparence et à l'équité du processus électoral. Ce qui veut dire qu'on va encore vers des soubresauts politiques sur ces cas que vous venez de citer. Ah oui, très certainement, très certainement. À l'orée de 2024. Oui, très certainement, on va vers ça. Mais je pense que est-ce que vous allez poser le problème quand même pour non, justement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un dialogue politique qui a eu lieu. Dans le dialogue politique, ces 5 questions ont été abordées. Oui. Il n'y a pas eu de solution sur ces 5 questions-là. Oui. Et la commission cellulaire, qui était dirigée par le général Mamadou Niang, oui. A rédigé une lettre adressée au président de la République, oui. En tant qu'arbitre pour lui demander son arbitrage. Absolument. Il n'y a pas eu d'arbitrage jusqu'à présent. Ça veut dire que ces questions vont nous rattraper, vont revenir. Oui. Voyez. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour en discuter de façon définitive? Justement, je pense que la revue du code électoral, oui. Sera une excellente occasion. Oui. Il faut faire un dialogue sincère, oui. Et en mettant les intérêts du pays au-dessus de tout. Oui. Je pense que si on le fait, on pourra trouver une solution certainement à ces questions-là pour disposer une fois pour toutes d'un processus électoral transparent, intègre, oui. Et équitable. Oui. Voyez, qui puisse permettre au Sénégal non seulement de respecter le calendrier électoral, oui. Mais d'organiser les élections avec 0 risque. Oui. En tout cas, on s'achemine vers une élection présidentielle dans un climat politique très très tendu. On a vu que les acteurs ne se font plus confiance. On a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Ousmane Sonko aujourd'hui. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? Oui. En tout cas, personnellement, je suis indigné et choqué. Vraiment, par rapport au traitement qui a été fait aujourd'hui à Ousmane Sonko, qui, quoi qu'on dise, est une personnalité représentative de l'opposition. Voyez, au cadre
de l'administration du Sénégal. Alors, je pense qu'au terme des droits et des libertés reconnus au niveau de la Constitution, à tout un chacun, il n'y avait pas lieu de le brutaliser et de l'extraire comme on l'a fait de son véhicule pour le conduire manu militari chez lui. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est même pas une bonne chose. Voilà, c'est une très très mauvaise chose. Et cela offre une image hideuse, n'est-ce pas? Ça fait vraiment la honte. Parce que ça va passer en boucle dans toute la presse africaine et internationale. Mais justement, comment faire pour apaiser ce climat si tendu en direction de 2024? On a vu tout à l'heure, j'ai écouté un peu la conférence de presse des acteurs de Benno Bokk Yakaar, mais ils ont dit qu'ils sont également dans une logique de combat. Ils ont qualifié Ousmane Sonko de je ne sais pas quoi, je ne peux même pas revenir sur ça, mais qui sont dans une logique de combat. Tout à fait. Oui. Alors, et cela nous confirme dans le fait que nous ayons dit dans notre déclaration du 23 février, du 23 janvier plutôt, et même notre récente déclaration, que la gravité de la situation au Sénégal entre l'opposition et le pouvoir a atteint un point critique d'alerte. Absolument. Après quoi, le pays risque de basculer. Vous savez, Binta, en matière d'analyse des risques et des conflits, n'est-ce pas, l'analyse, il y a une grille d'analyse. La grille d'analyse est articulée à 5 ou 4 points. Il y a les conflits de basse intensité. Il y a, qui sont souvent des conflits larvés, etc. Il y a des conflits de moyenne ou grande intensité, mais sans violence. Il y a des conflits de très forte intensité avec de la violence périodique ou localisée. Et il y a 4e stade, des conflits de très forte intensité avec une violence massive. Si vous vous rendez compte, si vous faites attention, on est au 3e niveau. Absolument. On risque de passer d'un moment à l'autre au 4e niveau, c'est-à-dire avec une violence massive. Mais qu'est-ce qu'il faut Et ce serait le chaos et l'instabilité. Que Dieu nous en garde. Que faire justement pour ne pas en arriver à cette situation-là? Voilà, pour ne pas arriver à cette situation, je pense... La société civile a un rôle quand même à jouer par rapport à ça. Et même la presse. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons alerté, nous avons joué notre rôle d'alerte, comme je vous ai dit. Et bon, nous sommes en train de voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est de renouer le dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Un dialogue sincère. Un dialogue sincère et constructif. Peut-être que le dialogue multilatéral de premier ordre, comme on l'a fait en 2019, est dépassé. Le conflit, la gravité du conflit a dépassé cela. Mais il y a ensuite, après, le palier du dialogue direct. Ils peuvent le faire. Le président peut appeler Ousmane Sonko, qui viendrait avec son staff, et lui avec son staff, pour discuter directement. Le dialogue direct, il est temps de le faire. Et parce que si on dépasse aussi le dialogue direct, on ira au dialogue intersénégalais, comme ça se passe en Guinée. C'est-à-dire, c'est des gens extérieurs de la CEDEAO ou de l'Union africaine ou des Nations Unies qui viendront arbitrer notre dialogue. Absolument. Ça aussi, vous allez dire que Dieu nous en garde, parce que ce serait le signe que véritablement il y a un recul démocratique du Sénégal en la matière. Donc pendant qu'il est temps, il faut renouer le fil du dialogue. Parce que toutes les guerres, tous les conflits se terminent autour de la table. Mais qui va mener ces démarches pour que Ousmane Sonko et le président Macky Sall s'asseyent autour de la table pour discuter pour l'intérêt supérieur de la nation? Oui, certainement qu'il y a plusieurs voies. Il y a par exemple les anciens présidents de la République. Oui, pourquoi pas. Abdou Diouf et le président Abdou Diouf et le président Wade. Ils se sont parlé au téléphone, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Ils sont très bien placés pour le faire. Il y a de hauts fonctionnaires dans le pays, très intègres,
comme le général Mamadou Niang qui a dirigé le dialogue politique, comme Famara Ibrahima Sagna qui a dirigé le dialogue national, qui sont encore là, qui suivent la situation et qui peuvent se lever et prendre leur bâton de pèlerin. Et les chefs religieux aussi. Il y a les chefs religieux. Il semble qu'ils sont déjà intervenus plusieurs fois sans être entendus. Absolument. Oui. Donc il y a ces deux autres catégories qui existent, sans quoi, dans notre première déclaration, nous avions lancé un appel à l'Union africaine, à la CEDEAO et aussi aux Nations Unies. Parce que là, ce serait le dernier stade, comme je vous ai dit tout à l'heure, du dialogue, un dialogue intersénégalais, qui serait le signe véritablement que le Sénégal a véritablement reculé, peut être classé en même temps que la Guinée, le Mali, etc., où il y a le dialogue interguinéen, intermalien, etc., arbitré par des organismes étrangers. Mais est-ce que des personnes, des acteurs qui ne se font pas confiance vont s'asseoir pour discuter? Vous pensez que ça peut se faire? Il faut déjà passer par la restauration de cette confiance d'abord. Oui. Mais je pense que effectivement, si par exemple le président Macky Sall était prêt à appeler Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, pour faire un dialogue direct. Il y a une manière de préparer cela. Sauf que les proches de Macky Sall sont déjà dans la logique de confrontation. C'est ça le problème. Je suppose qu'il n'y a pas que des faucons là-bas. Il y a peut-être des colombes. Il y a peut-être des colombes. En tout cas, en tout état de cause, la société civile va très certainement se déployer, n'est-ce pas, en direction des acteurs principaux du président de la République et du camp de l'opposition pour essayer de calmer le jeu et faire en sorte que le fil du dialogue soit renoué. Ce qui nous permettrait de trouver une solution et de sortir de cette crise-là. En tout cas, on connaît la date de la présidentielle, mais on ne sait pas encore si le président va se prononcer d'ici là sur sa participation ou non à cette élection, déjà qui pose problème et qui fait jaser. Tout à fait, Binta. Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui constituent non seulement des contraventions contre la morale républicaine et la démocratie, mais aussi constituent des risques électoraux. Voyez, c'est la question du troisième mandat, c'est le traitement que l'on est en train de faire des libertés et des droits des citoyens, des partis politiques, de la société civile et des activistes, n'est-ce pas, que l'on foule carrément aux pieds. C'est aussi les dossiers politico-judiciaires que l'on soulève, dont certains sont soulevés manifestement pour éliminer un candidat. Alors ces trois choses-là constituent non seulement des contraventions à la morale républicaine et à la démocratie, mais ils constituent des risques électoraux. Ça veut dire que si on ne leur trouve pas de solution, ces facteurs vont peser négativement sur le processus électoral, au point même de pouvoir compromettre l'élection. Vous voyez donc l'urgence qu'il y a à se lever et à renouer, faire en sorte que le fil du dialogue soit renoué. Très bien. On espère que ça va se faire. Monsieur Djibril Gning, merci. Merci Binta. Oui, je rappelle que vous êtes le directeur de la plateforme de la société civile pour la transparence des élections, que le ministre de l'Intérieur a dévoilé la date de la présidentielle de 2024, fixée au 25 février 2024. Voici le communiqué du ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir suivi et bien le bonsoir.